Docteur, on vous entend pas. Bonjour. Bonjour tout le monde. Si vous m'entendiez pas, c'est tout à fait normal. Je n'avais pas encore parlé. Ah, d'accord. Mais là, vous m'entendez. Oui, c'est bon. Ok, très bien. Je suis juste en train de partager le fichier. On va mettre la vidéo. Je ne sais pas si la connexion va nous permettre ou pas. La réception est bonne. Pour l'instant, ça va. Pour l'in- Pour l'instant, ça va. C'est-à-dire très rapide. Je vais faire un petit test de la connexion. Je fais un petit peu le débit. Voir si je peux garder la connexion ou pas. Ah non, je vais aller sur Fast. D'accord. Ouais. Ah, ça va. Ah bah 20 mégas, c'est bien 20 mégas. Ouh, 36 mégas. Je vais voir l'émission qui est la plus importante pour moi. 20 mégas. Je pense que la connexion est correcte, hein. Maintenant, si ça va, si c'est trop lent, je couperai la vidéo, je garderai uniquement l'audio et la PowerPoint. Bien, rebonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, tout le monde est là. Oui, oui, docteur. Oui, parfait, très bien. Donc n'hésitez pas à prendre la parole, à discuter, à poser des questions, à interférer, à apporter des remarques, etc. Bien. Aujourd'hui, on va faire un TD important. C'est le premier TD d'une série, on va dire. Je vais avoir un TD sur le CG normal, probablement sur plusieurs parties parce qu'il est un petit peu lent. Parce qu'également, on va le faire un petit peu lentement pour le faire bien. Et puis une série TD sur le CG pathologique. Dans chaque partie est consacrée à une pathologie particulière. Donc aujourd'hui, ça va être le CG normal. Bien. Alors, je ne suis pas docteur Mouchen Kamel, hein, mais ça vous en doutiez, n'est-ce pas? Dr Mouchen Kamel, celui qui faisait le TD. Et donc, je vais essayer d'utiliser, exploiter un petit peu son fichier PowerPoint pour, comme support de ce TD. Bien. Alors, j'ai un truc de café devant moi que je risque d'oublier, il va refroidir. Donc, s'il vous plaît, régulièrement fait discussion, mettez-moi café pour que je puisse m'en rappeler et prendre une gorgée, sinon il va devenir tout froid. Bien, allez, on commence, et ça passe. Ça passe pas, ça passe. On va commencer par une petite introduction sur le CG. Et on va d'emblée, écoutez, le définir, hein, ça va être un bon début. Donc, on avait fait déjà une petite définition, si vous vous rappelez, quand on a fait les explorations. Là, je vais vous proposer une qui va être un petit peu plus précise. On va dire que l'électrocardiogramme est un tracé scalaire. Bien, on va souligner peut-être ce mot scalaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Scalaire, qui inscrit en fonction du temps, n'est-ce pas? Bien, c'est en fonction du temps. Les variations du potentiel électrique induit dans les différents points du corps par le muscle cardiaque en activité. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne va pas capter directement l'électricité du cœur, on va capter un petit peu son champ électrique. C'est-à-dire, on va capter l'activité électrique du cœur à distance. On ne va pas le toucher, on va capter son champ électrique à distance en mettant des électrodes sur la peau dans des endroits bien précis, bien précis. Très bien. Et c'est des endroits conventionnels. Et on va voir un petit peu la technique d'enregistrement de l'ECG. Donc, je répète la définition. Électrocardiogramme est un tracé scalaire qui inscrit en fonction du temps les variations électriques induites dans les différents points du corps par le muscle cardiaque en activité. Alors, l'ECG, donc, ce n'est rien d'autre qu'un tracé scalaire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire scalaire, le mot scalaire? C'est un
racine qui utilise un espace vectoriel. Exactement, oui. Ça veut dire quoi? Des coordonnées scalaires, par exemple. Les coordonnées scalaires, par exemple, ce n'est rien d'autre que les coordonnées de projection d'un vecteur. Et donc, nous, finalement, qu'est-ce qu'on va enregistrer? Ben, non pas l'activité électrique, mais la projection de l'activité électrique. Alors, la projection de l'activité électrique sur quoi? Ben, on peut projeter sur des plans, n'est-ce pas? On peut projeter également sur des axes. Et on va voir que l'électrocardiogramme, ce n'est rien d'autre que la projection de l'activité électrique du cœur sur des axes. Bien, alors souvenez-vous du mot scalaire, on expliquera cette projection par la suite. Bien, alors ce TD, on va le concevoir un petit peu en 3 parties. Donc, dans la première partie, on va faire un petit rappel sur la séquence d'activation du cœur. Donc, ça va être un rappel physiologique sur la séquence d'activation du cœur. C'est cette activation électrique qui va être finalement enregistrée par l'électrocardiogramme. Donc, la deuxième partie du TD va être consacrée à la technique d'ECG. Donc, comment enregistrer un ECG de bonne qualité, quelle est la technique adéquate pour le faire, les erreurs à éviter, et savoir, après l'avoir produit, après l'avoir enregistré, est-ce que notre ECG est d'une qualité suffisante pour être interprété ou pas. Et on va voir à la fois la technique et les critères d'un ECG de bonne qualité. Et la troisième partie, qui est la plus longue, la plus intéressante aussi, va être consacrée à l'interprétation de l'ECG, comment l'interpréter et comment conclure un ECG normal, puisque c'est le titre du TD d'aujourd'hui. Bien, alors, une petite question, enfin, quelques mots sur l'intérêt de l'ECG. Il s'agit d'un examen complémentaire extrêmement important en cardiologie. Donc là, je ne vous apprends rien. En fait, c'est l'examen complémentaire un petit peu par excellence. Il est fait systématiquement et là, on ne peut plus concevoir de faire, par exemple, une consultation en cardiologie sans que ça soit complété par un électrocardiogramme. Alors, pourquoi cet intérêt extrêmement important à l'ECG? Tout simplement parce qu'il va cumuler énormément de qualité. La première, c'est que c'est un examen extrêmement simple à réaliser, rapide, simple, très peu coûteux, n'est-ce pas? Non invasif, voilà, donc il n'y a aucun danger, coût très faible, l'appareil d'ECG ne coûte pas très cher, faire un ECG ne coûte pas très cher, simple, rapidement réalisable, peu coûteux, innocuité, écoutez, c'est des qualités parfaites pour des examens complémentaires. Et surtout, ce qui vient en dernier, c'est sa grande rentabilité diagnostique. Alors, ça veut dire quoi une rentabilité diagnostique? Ça veut dire que ça apporte énormément d'informations. Et pourquoi l'ECG en cardiologie apporte énormément d'informations? Tout simplement parce que chaque pathologie cardiaque va avoir ses propres arguments électriques, ses propres signes électriques. Donc, si vous avez une hypertrophie ventriculaire gauche, vous allez avoir des signes ECG à l'hypertrophie, donc vous pouvez la diagnostiquer ou la confirmer. Si vous avez par exemple, je ne sais pas quoi, un trouble de la conduction cardiaque, vous allez avoir des signes trouble de la conduction cardiaque. Si vous avez une cardiopathie ischémique ou de l'ischémie myocardique, il va y avoir des signes électriques d'ischémie myocardique. Et donc, chaque pathologie cardiaque va avoir ces signes électriques et donc ça va contribuer, l'ECG va contribuer à pratiquement toutes les pathologies, n'est-ce pas, dans l'apport diagnostique. Bien. Alors, même si cette rentabilité touche pratiquement toutes les cardiopathies, c'est ce qu'on vient de dire, eh bien, cette rentabilité extrêmement différente selon la pathologie. Bien. Alors, celle-ci devient extrêmement importante, extrêmement grande, quand l'ECG est le seul à pouvoir faire le diagnostic. Vous me suivez ou pas? Est-ce que vous avez compris cette dernière chose? Oui, docteur. Oui, tu as compris quoi alors? En termes de prisme, en de rentabilité, ou je ne sais pas comment exprimer. J'ai compris. Moi, je te comprends. Vas-y. Exprime-moi, je vais reformuler. Alors,
imagine, hein, que tu as une hypertrophie ventriculaire VG. Ben, est-ce que tu peux faire le diagnostic à l'ECG? Eh ben, la réponse est oui. Pourquoi Oui. la réponse est oui? Parce que finalement, il y a des signes électriques d'HVG. Alors, l'ECG, dans ce cas-là, est rentable puisqu'il t'a apporté des arguments. Oui. Sauf qu'il y a d'autres moyens pour faire le diagnostic, hein. Tu peux faire une écho et tu arriveras euh, à la même conclusion. Peut-être avec un moyen d'exploration plus coûteux, mais tu arriveras quand même à faire le diagnostic. Ben, tu peux faire l'IRM cardiaque et ça t'apportera avec plus de précision une HVG, bien que ça soit plus coûteux. Voilà. Et donc, l'examen, l'ECG ici rentable, puisqu'il apporte des arguments, mais ce n'est pas une rentabilité absolue, puisqu'il y a d'autres moyens, même s'ils sont plus sophistiqués, plus coûteux, pour faire le même diagnostic. Par contre, si tu as une arythmie cardiaque où tu veux avoir le diagnostic précis d'un trouble du rythme, eh ben là, il n'y a que l'électrocardiogramme qui puisse avoir le diagnostic. Et dans ce cas-là, l'examen devient irremplaçable. Donc, cette rentabilité diagnostique va augmenter parce qu'il est seul à le faire. Imaginons que tu as une syndrome coronarien aigu, une cardiopathie ischémique. Eh bien, l'ECG, c'est le seul examen complémentaire qui permet de classer un diagnostic précis de ces syndromes coronariens aigus. Vous voyez? Donc, la rentabilité augmente considérablement quand l'ECG est le seul examen complémentaire à pouvoir faire le diagnostic. Et dans ce cas-là, il sera irremplaçable. Voilà. Ce qui augmente considérablement, bien sûr, son importance. Voilà. Et les exemples où l'ECG est irremplaçable sont surtout les troubles du rythme cardiaque, que ce soit les troubles de conduction ou les troubles de l'excitabilité. Et ça va être également dans les cardiopathies ischémiques. Donc, en un seul mot, enfin pas en quelques mots, en un seul mot, ben, l'ECG, l'examen complémentaire par excellence, ben, parce qu'il cumule énormément de points positifs, simplicité, innocuité, faible coût, grande rentabilité diagnostique, voire même dans certaines pathologies irremplaçables. Bien. Ben, est-ce qu'il a quand même un défaut? Est-ce qu'on va réussir à lui trouver un défaut? Et lequel? Si par exemple la personne est obèse, je suppose que les ondes électriques sont plus difficilement captées par les électrodes. Oui, oui, mais ça n'arrête pas le CG. Hein. Ben, on peut juste amplifier le signe, il y a davantage, on aura aussi un ECG interprétable. Ce n'est pas le principal défaut de l'ECG. Hein. Il est opérateur dépendant. Enfin, ça l'explique. Ah ben, il n'est pas censé être opérateur dépendant, mais presque. Ben, il n'est pas, c'est quelque chose d'objectif, il n'est pas opérateur dépendant. C'est presque ça, tu approches de la bonne réponse. Ben, son défaut à l'ECG, qui est un défaut de taille, hein. Après c'est un défaut de taille parce qu'il va annuler tous ses bénéfices en un seul coup. Et ben, son défaut, ben, ça va être vous. C'est vous sans défaut. Vous, mais précisément quoi alors? Eh bien, ça va être la mauvaise interprétation. C'est-à-dire, si vous faites un ECG et que vous l'interprétez mal, si vous faites des erreurs d'interprétation, tous ces avantages seront annulés, voire même deviendront négatifs. Vous suivez ou pas? Parce que vous allez passer à côté de diagnostics. Pire encore, vous pouvez faire des diagnostics qui n'existent pas. Donc, l'ECG gardera énormément d'intérêt à une seule condition, c'est qu'il soit premièrement bien fait, bien sûr, mais surtout, c'est qu'il soit bien interprété, d'où un petit peu l'intérêt du TD d'aujourd'hui. C'est bon? Très bien, parfait. Bien. Alors, si c'est bon, après cette introduction, on va passer à la première partie du TD. Et la première partie du TD consiste à faire un petit rappel anatomique et physiologique du cœur. Et on va faire rappeler, n'est-ce pas, préférentiellement un petit peu la séquence d'activation du cœur. Bien. Donc, voici un cœur. Et le cœur va avoir des propriétés électrophysiologiques, n'est-ce pas? Des propriétés électrophysiologiques sur le plan global et sur le plan cellulaire. Bien. Alors, la composante, enfin la cellule principale du cœur, c'est le cardiomyocyte. C'est un petit peu la cellule contractile du tissu myocardique. Alors, celle-ci va avoir, enfin, même d'autres cellules myocardiques, les cellules myocardiques vont avoir des propriétés électrophysiologiques, dont certaines sont communes à d'autres cellules et d'autres sont spécifiques du cœur.
Alors, quelles sont les propriétés électrophysiologiques cellulaires myocardiques communes à d'autres tissus? Quelle est la première? Elles sont excitables. Faites-moi rappeler mon café. Oui, la première, c'est quoi? L'excitabilité. Avant La polarité, le fait qu'elle soit la polarisée. polarité, bravo. Le fait que la cellule soit polarisée. Et comment tu définis la polarisation alors? Avoir deux pôles, un pôle positif extérieur et un pôle négatif intérieur. C'est la différence de potentiel entre les deux pôles de la cellule. Voilà, exactement. C'est un petit peu mieux exprimé. Donc, c'est une différence de charge, en fait, hein, Oui. voilà, entre l'intérieur de la cellule qui est chargée négativement et l'extérieur qui est chargé Positivement. positivement, ce qui confère une certaine polarisation à la membrane cytoplasmique. Alors, c'est dû à quoi cette polarisation? Elle est due à quoi? Aux ions, qui sont à l'intérieur. Ions, oui, aux ions, mais on va dire plus précisément une disposition asymétrique des ions, n'est-ce pas? Oui. Vous avez des ions, par exemple, comme le Na+, qui est beaucoup plus concentré à l'extérieur qu'à l'intérieur. Voilà, vous avez le chlore un petit peu et les protéines qui sont plus à l'intérieur qu'à l'extérieur, négatif. Vous avez aussi le potassium qui est plus à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc, il y a une disposition asymétrique des ions de part et d'autre de la membrane, ce qui confère cette différence de charge et cette polarisation. Essentiellement le sodium, hein, qui est très abondant à l'extérieur de la cellule, très peu abondant à l'intérieur. Mais pourquoi le sodium est abondant à l'extérieur de la cellule? C'est dû à quoi cette différence de partage des ions, notamment le sodium? Aux pompes Hein? Na+, K+. Exactement, c'est que la cellule le chasse en permanence. La cellule le fait sortir en permanence. Pourquoi? Parce que la cellule cytoplasmique est relativement perméable au sodium, donc il peut entrer. Et que fait la cellule en permanence? Elle le met dehors. Grâce à la pompe NA-K+ ATPase. Et donc, c'est une pompe active en plus. Ça lui coûte de l'ATP d'énergie, mais elle est obligée de le faire. Hein. Elle est obligée de chasser le sodium et le garder en concentration élevée, non pas à l'intérieur, mais à l'extérieur. Donc, pourquoi elle fait ça? Pourquoi elle chasse le sodium? Parce que le sodium apporte de l'eau avec lui, il risque de faire éclater la cellule. Exactement. Donc, si elle laisse rentrer en quantité, l'eau va suivre le sodium. La cellule va s'engorger d'eau et elle va éclater, elle va mourir. Et donc, pour sa propre survie, c'est une obligation, la cellule doit lutter en permanence contre l'entrée du sodium et elle le fait sortir à contre-courant, contre son gradient par la pompe NAK+ ATPase par transport actif. Donc, ça confère un petit peu cette polarisation à la cellule. Donc, est-ce que c'est une propriété spécifique des cellules myocardiques ou est-ce qu'elle est commune à toutes les cellules? Ou à Commune à toutes les cellules. Est-ce que toutes les cellules vivantes sont polarisées? Oui. Oui, toutes les cellules vivantes sont polarisées. Donc, la première propriété électrophysiologique, c'est la polarisation et c'est une propriété qui est commune à toutes les cellules vivantes de l'organisme. Quelle est la deuxième? La contractilité. L'excitabilité, non pas la contractilité, mais l'excitabilité, hein, parce que c'est une propriété électrophysiologique. Hein. Bien. Alors, comment on définit l'excitabilité alors? Donc, on vient de définir la polarisation. Comment définir l'excitabilité? Oui. La dépolarisation, le pouvoir de dépolariser. Exactement. Et donc, l'excitabilité est définie comme la capacité quand certaines cellules, certains tissus excitables, donc là, ce n'est pas tout l'organisme, c'est certaines, bien, à faire quoi? À inverser momentanément leur potentiel de membrane, où elles vont devenir momentanément chargées négativement à l'extérieur, positivement à l'intérieur. N'est-ce pas? Et ça, cette inversion momentanée du potentiel de membrane, on appelle un potentiel d'action. Donc, on peut dire que l'excitabilité n'est rien d'autre que la capacité qu'ont certaines cellules à développer un potentiel d'action. Exactement. Alors, non pas spontanément, mais suite à une excitation, hein, plus ou moins extérieure, une excitation extérieure, n'est-ce pas, on va dire, d'intensité suffisante, c'est-à-dire qui atteint le seuil d'excitabilité. Donc, je résume, l'excitabilité est la capacité qu'ont certaines cellules, comme la cellule myocardique, à développer un potentiel d'action, c'est-à-dire, entre parenthèses, inversement momentané du potentiel de membrane,
suite à un stimulus, à une excitation, un stimulus, à une stimulation d'intensité suffisante, c'est-à-dire qui atteint le seuil de stimulation. Bien. Et généralement, cette capacité, enfin, cette faculté d'excitation régule la fonction de la cellule, n'est-ce pas? Et donc, citez-moi des exemples comme ça de tissus excitables. La cellule neurone. Le tissu nerveux. Exactement. Donc, si c'est un neurone, n'est-ce pas, eh ben, l'excitation de neurone entraîne à la fin un quoi? Une transmission synaptique. Alors, si par exemple, c'est du tissu glandulaire excitable, l'excitation entraîne l'excrétion du produit. Alors, si c'est une cellule musculaire, que ce soit du muscle squelettique ou du muscle cardiaque, l'excitation entraîne quoi? La contraction, exactement. Donc, les cellules excitables, généralement, l'excitation régule une fonction, et cette fonction au niveau des cellules myocardiques est un peu la contraction myocardique. Bien. Très bien. Alors, quelles sont maintenant les propriétés spécifiques au cœur? Il y a deux autres propriétés qui sont spécifiques uniquement aux cellules myocardiques. Ben, lesquelles? L'autonomie. L'autonomie, exactement. Alors, l'autonomie, comment on appelle ça plus précisément? Le terme précis, exact. Presque. L'automatisme cardiaque. L'automatisme, exactement. L'automatisme cardiaque. L'automatisme, exactement. Donc, l'automatisme cardiaque, c'est quelque chose qu'on peut expérimenter soit au niveau cellulaire, soit au niveau du cœur global. Donc, prenons un cœur. Voici un cœur. Donc, un cœur, est-ce qu'il est innervé, le cœur? Oui. Hein? Oui. Oui, le cœur est Oui. innervé. Hein, il y a une innervation sympathique, parasympathique. Il y a exactement, les deux, hein, même le parasympathique, l'innerve, tout ça. Bien, imagine que je coupe toute l'innervation du cœur. N'est-ce pas? Je lui coupe toutes les afférences nerveuses. Hein. Et ben, je vais le déconnecter, je vais le mettre dans un liquide, hein, riche en oxygène et en nutriments. Qu'est-ce que je remarque? Même coupé de ces afférences nerveuses, n'est-ce pas? Ben, le cœur va faire quoi? Il continue à battre, n'est-ce pas? Et donc, s'il continue à se contracter, c'est qu'il continue à s'exciter. Faites la même chose avec un muscle squelettique. Voici un muscle squelettique. Voici son nerf. Coupez-lui le nerf et le muscle sera complètement paralysé. N'est-ce pas? Et donc, même en coupant les afférences nerveuses du cœur, même en l'isolant complètement de ses nerfs, ben, le cœur continue à battre. Voilà. Cette faculté s'appelle comment? S'appelle l'automatisme. Très bien. L'automatisme, il continue à battre, bien, contrairement à un muscle squelettique. Et s'il continue à battre, à se contracter, c'est s'il continue à s'exciter. Et puisqu'il n'y a pas des nerfs qui amènent l'excitation, s'il va faire quoi? Il va s'auto-dépolariser, s'auto-exciter. Et donc, comment définit-on l'automatisme? C'est la capacité qu'a le cœur de s'auto-dépolariser, s'auto-exciter, et cela d'une manière cyclique et autonome en dehors de toute influence extérieure. Vous suivez ou pas? Très bien. Oui, docteur. Alors, est-ce que toutes les cellules myocardiques sont capables d'automatisme? Ou est-ce qu'il y a un tissu spécifique qui est le support de cet automatisme global? Non, seules les cellules du tissu cardionnecteur sont capables de s'auto-exciter. Exactement, voilà, bravo. Seuls les tissus les cellules du tissu cardionnecteur, au tissu nodal, appelé également. Et le tissu nodal, c'est ce qui est en rouge sur votre schéma. Voilà. Donc, le support un petit peu histologique de l'automatisme du cœur global, ben, c'est quoi? C'est le tissu nodal, ce qui est en rouge. Tissu nodal qui est représenté par le nœud sinusal. Très bien. Le nœud auriculoventriculaire. Quoi d'autre? Ben, le prolongement, c'est du nœud AV qui est là. Ben, c'est le faisceau de His qui va se bifurquer en deux branches et qui donne par la suite un réseau de Purkinje. Donc, en gros, tout ce qui est en rouge est du tissu nodal et tout ce qui est en rouge est doté d'automatisme. Donc, qui est capable de s'autodépolariser d'une manière cyclique, sans stimulation extérieure, voilà, et d'une manière complètement autonome. C'est bon? Oui. Très bien. Donc, si le cœur,
entier se déplace pour se contracter, ben, c'est le tissu nodal qui le fait. Très bien. Bien. Et donc, tout ce qui est en rouge est fait de tissu nodal. Et tout ce qui est en rouge est doté d'automatisme. Mais si tout ce qui est en rouge est doté d'automatisme, ben, qui est-ce qui va dépolariser le cœur, finalement? Ou du moins l'état normal? C'est la transmission de l'influx nerveux à partir des cellules cardioélectrices vers les cellules L'excitation, c'est l'excitation. Alors, oui, c'est une réponse juste, en fait, à une question que je n'ai pas encore posée. Et la question était la suivante, c'est que puisque j'ai plusieurs structures faites de tissu nodal, donc j'ai le nœud sinusal, j'ai le nœud AV, j'ai le faisceau de His, j'ai les branches et j'ai le réseau de Purkinje. Tout ça est en rouge, tout ça est fait de tissu nodal et tout ça est doté d'automatisme. Mais qu'est-ce qui va commander finalement le cœur? Est-ce que c'est le nœud sinusal? Est-ce que c'est le nœud AV? Est-ce que c'est le faisceau de His? Le nœud sinusal. C'est le nœud sinusal qui commande le cœur à l'état normal. Alors, ça veut dire quoi? C'est-à-dire même s'il y a plusieurs structures que je viens de citer faites de tissu nodal et donc dotées d'automatisme, il y a un seul qui va commander le cœur, qui va exciter le cœur, et la totalité du cœur à l'état normal, c'est le nœud sinusal. Et donc, finalement, qu'est-ce qui est le maître à bord? C'est le nœud sinusal. Bien, alors pourquoi le nœud sinusal est le maître à bord? Pourquoi c'est lui qui commande et non pas le nœud AV? Pourquoi pas le faisceau de His, par exemple, le réseau de Purkinje? Parce que sa fréquence de dépolarisation est supérieure à celle des autres. Exactement. Alors, sa fréquence de oui, exactement. On peut dire ça comme ça. Parce que sa fréquence de décharge, exactement, est la plus rapide. N'est-ce pas? C'est-à-dire, tout le monde a un automatisme, mais des automatismes avec des fréquences variables et des rapidités variables. Et le plus rapide d'entre eux, ben, ça va être quoi? Le nœud sinusal. Donc, lui, il va forcément dominer les autres parce qu'à chaque cycle cardiaque, il va les précéder, tout simplement parce qu'il a la fréquence de décharge la plus rapide. La fréquence de décharge, vous l'avez ici encadrée. Hein? En fait, le nœud sinusal, sa fréquence est de 100. Le nœud AV, c'est entre 40 et 60. Vous voyez, donc le nœud AV est plus lent. Alors, plus on descend, ben, écoutez, le Purkinje, le His, c'est aux alentours de, je ne sais pas, 40. Le Purkinje, c'est aux alentours de 20. Donc, tout ce qui est en rouge est doté d'automatisme, mais ils n'ont pas tous la même fréquence d'automatisme. Et le plus rapide, le champion d'automatisme, c'est le nœud sinusal. C'est celui qui a l'automatisme le plus rapide. Et donc, à chaque fois, il va précéder les autres. Il va dépolariser la totalité du cœur, si bien que finalement, le rythme cardiaque normal est un rythme sinusal. Est-ce que c'est clair? Oui, très bien, parfait. Bien, et donc, qu'est-ce qui commande le cœur, question encore plus simple? Qu'est-ce qui commande le cœur à l'état normal? Ben, c'est rien d'autre que le nœud sinusal. Bien. Et donc, c'est le nœud sinusal qui va un petit peu exciter le cœur d'une manière régulière et qui va imprimer sa fréquence cardiaque. Hein. Bien. Mais comment le nœud sinusal qui se situe où finalement au toit de l'oreillette droite, hein, ça c'est l'oreillette droite, l'OD, près de la veine cave supérieure, donc il est là le nœud sinusal, comment du fin fond de l'oreillette droite, il pourra exciter la totalité du cœur. Comment il peut le faire? Ben, grâce à la quatrième faculté. Hein, et la quatrième faculté, c'est quoi? C'est là? La conductibilité. La conduction, bravo, exactement. La conduction. Et comment on peut définir la conduction alors? La transmission de l'influx nerveux de proche en proche. Très bien. Alors, ce n'est pas l'influx nerveux, hein, parce que ce n'est pas des neurones, les cardiomyocytes. Je préfère parler d'excitation. La fréquence électrique. C'est la capacité des cardiomyocytes à transmettre l'activité électrique. Exactement. Donc, c'est la capacité, quand les cardiomyocytes, n'est-ce pas? Bien. Alors, de faire quoi? De transmettre l'excitation de proche en proche. C'est-à-dire, une cellule qui s'excite va elle-même exciter les cellules adjacentes. Bien. Qui vont eux-mêmes exciter les cellules adjacentes. Et comme ça, d'un seul point,
d'un seul point, l'excitation va gagner toute une cavité transmise de proche en proche. Alors, est-ce que ça, on peut s'en rendre compte et est-ce qu'on peut l'expérimenter? Et comment pourrais-je l'expérimenter? J'ai pu expérimenter l'automatisme. J'ai pris un cœur, je l'ai déconnecté, je l'alimente en oxygène et en glucose. Il continue à battre. Donc, j'ai pu démontrer l'automatisme. Comment je peux démontrer cette faculté de conduction? Et pourquoi personne d'entre vous me fait rappeler mon café? Oui? En insérant des microélectrodes dans les cardiomyocytes. Pour les torturer, les faire parler. Est-ce que vous conduisez ou pas? Par exemple. Ou peut-être en plongeant le cœur dans un bain qui conduit l'électricité, comme ça on pourra mesurer les... Écoute, c'est encore plus simple que ça. C'est à l'ECG. C'est à l'ECG. Pourquoi pas? Non, même pas. Non, 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 c'est encore plus simple que ça. Je vais prendre un muscle squelettique. Vous suivez ou pas? Donc, il n'est pas visiblement doté de conduction. Bien. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre une électrode et je vais lui délivrer une stimulation électrique. Alors, qu'est-ce qui se passe? Mon électrode va stimuler uniquement les parties adjacentes. Elle n'est pas assez forte pour stimuler tout le muscle. Et donc, est-ce que c'est tout le muscle qui va se contracter? Non, c'est juste la partie du muscle collée à l'électrode. N'est-ce pas? Oui. Bien. Alors, je vais faire la même chose. Je vais prendre un cœur. Bien. Et je vais insérer une électrode à l'intérieur d'une cavité, du VG par exemple, ou là, du VD. Et je vais délivrer une stimulation. Qu'est-ce que je remarque? Ce n'est pas uniquement la cellule adjacente qui se déploie, qui se contracte, c'est toute la cavité ventriculaire qui se contracte. Et donc, en stimulant juste une partie du cœur, c'est toute la cavité qui se contracte. Pourquoi? Parce que l'excitation a dû cheminer en proche, en proche, pour gagner toute la cavité. Vous me suivez ou pas? Oui, docteur. Oui, d'ailleurs, cette qualité est mise à profit pour placer un pacemaker. Donc, des fois, le cœur ralentit tellement qu'on doit le stimuler artificiellement en posant un pacemaker. Donc, un pacemaker, c'est un boîtier qui délivre les impulsions régulièrement et c'est une sonde. Je ne suis pas obligé de mettre une sonde dans chaque cavité ou voilà, dans chaque partie du cœur. Il suffit que je mette une sonde dans le ventricule. Je stimule une partie du ventricule et c'est tous les ventricules qui vont se dépolariser et se contracter grâce à cette qualité de quoi? De conduction. Le but du jeu, c'est de dépolariser uniquement les cellules adjacentes à l'électrode et elles vont faire quoi? Conduire l'excitation de proche en proche. Est-ce que c'est clair? Oui. Très bien. Et donc, le nœud sinusal qui a l'automatisme le plus rapide, grâce à la conduction d'abord auriculaire puis ventriculaire, il va dépolariser la totalité du cœur sous forme d'une seule vague qui excite d'abord l'oreillette, les ventricules, par la suite. Et donc, on comprend une chose, c'est que le nœud sinusal, quand il dépolarise le cœur, il va pas le faire n'importe comment. Il va le faire selon une séquence bien précise. Alors, Ousmane a une séquence. Comment on peut définir une séquence? C'est quoi une séquence? Un ordre précis. Un ordre précis, bravo, exactement. En fait, c'est la succession d'événements dans le temps, mais dans un ordre bien précis. Voilà. C'est-à-dire que les différentes excitations des parties du cœur se font selon un mode ordonné dans le temps, mais un mode précis. Bien. Et ce mode est important. Ah, merci. Ce mode est important à savoir pourquoi. Parce que cette même séquence d'activation du cœur, on va la retrouver où? Dans la succession des ondes à l'électrocardiogramme. Bien. Et donc, comment va commencer la séquence d'activation du cœur? Elle va commencer par quoi? La première des choses, par l'activation sinusale grâce à son automatisme. Le nœud sinusal, grâce à sa propre automatisme, il va faire quoi? S'auto-dépolariser, n'est-ce pas? Oui.
Exactement. Ensuite, grâce à la conduction, il va faire quoi? Transmettre de proche en proche l'excitation, n'est-ce pas? À travers quoi? Le tissu auriculaire. Et ça va se voir sur l'électrocardiogramme ou pas? Oui, ça va se voir sur l'électrocardiogramme sous forme d'une onde. La première. La première onde, on l'a appelée comment? Onde P. Voilà. Et donc, l'onde de P qui est la première onde à apparaître sur l'électrocardiogramme du nouveau cycle cardiaque. Et l'onde de P correspond à quoi? À la dépolarisation auriculaire par le nœud sinusal. Vous me suivez? Oui. Alors, si c'est la première cavité à se dépolariser, elle va donner une onde et cette onde va être la première du cycle cardiaque électrique, la première présente sur l'électrocardiogramme. Bien. Et l'activité sinusale, dans ce cas-là, elle est représentée par quelle onde? Elle n'a pas de traduction électrique normalement. Pourquoi elle n'a pas de traduction électrique normalement? Je croyais que l'électrocardiogramme, c'est l'enregistrement de l'activité électrique du cœur. Oui? Une réponse à me proposer? Est-ce que vous croyez que logiquement, on devrait avoir une onde qui précède l'onde de P et qui représenterait l'activité sinusale? Oui. Oui, sauf qu'on ne l'a pas. Ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas, sauf qu'elle est trop petite pour être enregistrée sur l'électrocardiogramme. Bien. L'électrocardiogramme, c'est quoi? C'est l'enregistrement électrique du cœur, n'est-ce pas? L'activité du cœur par des électrodes cutanées. Après avoir fait quoi? Amplifier le signal, si vous vous rappelez, et le filtrer. Mais même en amplifiant le signal, qui est très faible, de l'ordre du millivolt, je ne peux pas voir malheureusement toute l'activité électrique du cœur. Il faut qu'elle soit suffisamment importante pour être captée par l'électrocardiogramme. Et donc, l'oreillette est une cavité assez importante, moins importante que les ventricules, mais c'est une masse quand même assez conséquente. Donc, l'activité électrique de cette masse auriculaire va vous donner, suffisamment importante, vous donner une onde qui va être l'onde de P, qui d'ailleurs n'est pas très grande, l'onde de P, si vous remarquez, par rapport au QRS. Mais l'activité sinusale, qui est juste un petit groupement cellulaire, est tellement faible, cette activité électrique, que même après avoir amplifié le signal électrique, je ne réussis pas à la voir. À la voir, du verbe vu. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'électrocardiogramme est l'enregistrement de l'activité électrique suffisamment importante. Pas toute l'activité électrique, mais il faut qu'elle soit suffisante pour qu'elle soit vue. Et donc, il doit y avoir une petite onde là, juste avant l'onde de P, mais celle-ci est trop petite pour être visualisée. C'est pour ça que le cycle cardiaque électrique commence non pas par l'activité sinusale, mais par la dépolarisation auriculaire. Est-ce que vous avez compris ce principe? Oui, docteur. Oui. Parfait. Donc, après avoir dépolarisé l'oreillette, que fait l'excitation? Est-ce qu'elle peut, par exemple, passer directement des oreillettes vers les ventricules? Est-ce qu'elle Non, peut elle ne faire peut ça? pas. Pourquoi elle ne peut pas? Pourquoi elle ne pourrait pas? Parce que l'oreillette et le ventricule sont séparés par un anneau fibreux qui n'est pas conductible. Exactement, très bonne réponse. Parce qu'entre oreillette et ventricule, il y a les valves auriculo-ventriculaires, la mitrale à gauche, la tricuspide à droite. Et ces valves ont des anneaux de nature fibreuse. Et contrairement au cas du myocite, la fibrose ne s'excite pas et ne conduit pas l'excitation. Si bien que ces anneaux vont faire quoi? Isoler complètement les oreillettes des ventricules. Sauf à travers une structure qui est le nœud AV et le faisceau de His. Et donc, le nœud AV et le faisceau de His sont des structures faites de tissu nodal qui peut conduire. Alors, tissu nodal, c'est un tissu excitable, c'est un tissu qui est doté d'automatisme, mais c'est un tissu qui peut également conduire. Et c'est la seule structure qui peut conduire l'excitation des oreillettes au ventricule. Et donc, est-ce que vous croyez que pour rejoindre le ventricule, l'excitation auriculaire a plusieurs voies possibles? Non. La seule voie qui reste possible,
ben, c'est celle du nœud AV et du faisceau de His. Et donc, c'est un passage obligatoire à l'état normal. Pour que l'excitation passe des oreillettes au ventricule, elle doit obligatoirement passer par le nœud AV et le faisceau de His. C'est pour ça que ces structures sont appelées quoi? Sont appelées la jonction. Pourquoi on les appelle la jonction? Parce qu'elles assurent la jonction électrique entre oreillette et ventricule. Sauf que le nœud AV est une structure à conduction extrêmement lente. Donc, il peut conduire, oui, mais il conduit très lentement. Donc là, regardez, vous avez ici un petit peu, sur l'encadré, on avait dit que c'était la fréquence d'automatisme, par exemple du nœud AV, entre 40 et 60. Et le chiffre en bas, c'est quoi? C'est la vitesse de conduction. Alors, remarquez que le tissu auriculaire conduit assez rapidement, 1 mètre par seconde, n'est-ce pas? Même le myocarde ventriculaire, il conduit 1 mètre par seconde. Mais regardez, le faisceau de His conduit très rapidement, 3 à 5 mètres par seconde. Voilà. Et le nœud AV, est-ce qu'il conduit rapidement? Non, le nœud AV conduit extrêmement lentement. Il conduit à 0,05 mètres par seconde. Et donc, l'excitation peut quand même franchir le nœud AV, peut quand même passer des oreillettes vers les ventricules, mais le seul passage obligé, le seul passage possible, c'est le nœud AV, et le nœud AV va la conduire lentement, si bien qu'elle va subir quoi? En passant des oreillettes au ventricule, l'excitation normale subit un ralentissement physiologique au niveau du nœud AV. Est-ce que vous croyez que ce ralentissement physiologique va se traduire sur l'électrocardiogramme? Ben, la réponse est évidemment oui, mais ça se traduit par quoi? Par l'espace PR. Exactement, par un intervalle, l'intervalle PR. Voilà, exactement. Bien. Alors, je vous rappelais juste que l'électrocardiogramme, c'est l'activité électrique du cœur donc sur l'axe vertical, donc qui est en millivolts, en fonction de quoi? Du temps. Oups, qui est sur l'axe horizontal. Et donc, le temps sert à faire quoi? À mesurer soit des durées d'onde, soit des durées d'intervalle qui sont la séparation entre deux ondes. D'accord? Et je peux définir ce qu'on appelle un intervalle PR, du début de l'onde de P jusqu'au début du QRS. Et l'intervalle PR va être représenté de quoi un petit peu? Ben, de la conduction auriculo-ventriculaire. Donc, après l'onde de P, je réexplique, peut-être mieux. Après l'onde de P, vous allez avoir quoi? Après que l'oreillette s'est excitée, un petit segment isoélectrique que j'appelle l'espace PR. C'est ça. Voilà. L'espace PR. Voilà, vous voyez ça. Et donc, pour vous, c'est un segment isoélectrique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'activité électrique. Vrai ou pas? Question, oui. Est-ce qu'il y a dans l'espace PR une activité électrique ou pas? Oui, c'est le taux de conduction. Match, oui, mais match. Oui? Est-ce que là, pour moi, il y a un tracé plat. Mais est-ce qu'il y a quand même une activité électrique? Oui. Oui, celui du faisceau de His et du nœud auriculo-ventriculaire. Voilà, principalement celle du nœud AV. Et alors, pourquoi il n'y a pas d'onde dans ce cas-là? Parce qu'on a dit que bravo, la dépolarisation était tellement petite qu'on ne pouvait pas l'enregistrer. Bravo. J'ai deviné que tu allais avoir la bonne réponse. C'est pour ça que je t'ai interrompu. En fait, le nœud AV et le faisceau de His ne sont pas plus grands que le nœud sinusal. Et donc, l'activité électrique qui franchit le nœud AV lentement, n'est-ce pas, est trop petite pour être visualisée sur l'électrocardiogramme. Donc, moi, je vais avoir quoi? Je vais avoir un petit segment isoélectrique. Alors, pour moi, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a pas d'activité électrique. S'il y a une, c'est le franchissement très lent de l'activité du nœud AV, mais trop petite pour être visible sur l'électrocardiogramme. Voilà. Et ça me donne quoi? Ça me donne le fameux espace PR. Vous suivez ou pas? Oui. Très bien. Après avoir franchi le nœud AV, qu'est-ce qu'elle trouve l'excitation? Elle trouve quoi par la suite? Son chemin. On revient au schéma. Oui? Le faisceau de His. Le faisceau de His qui conduit rapidement ou lentement? Très rapidement. Très rapidement, exactement. Il conduit très rapidement. Et donc, le myocarde peut conduire, comme le cadre auriculaire, il conduit 1 mètre par seconde. Mais le faisceau de His, même les branches, d'ailleurs même un petit peu le Purkinje, conduit à des vitesses plus élevées que le myocarde. Bien. Alors, ceci permet
de faire quoi? De conduire l'excitation rapidement par le faisceau de His, les branches et le réseau de Purkinje à l'ensemble des ventricules. Et ça va donner quoi? Ça va donner une excitation ventriculaire, n'est-ce pas? Et l'excitation ventriculaire va se voir sur l'électrocardiogramme sous forme de quoi? D'une succession d'ondes, des fois positives, des fois négatives, qu'on appelle le complexe QRS. Donc, pourquoi on appelle complexe QRS? Parce que ce n'est pas une seule onde, comme l'onde P ou l'onde T, c'est une succession d'ondes. Dans la première est appelée onde Q, R, S, on verra les détails par la suite. Bien. Très bien. Alors, je vais vous poser une question. Donc, est-ce que je peux mesurer la durée du complexe QRS sur l'électrocardiogramme? Oui. Oui. Exactement. Exactement. Donc, là, vous avez un aperçu sur un petit peu les premières informations qu'un électrocardiogramme peut me donner. Je peux, par exemple, vous dire que l'activation des ventricules a duré 0,08 secondes. Comment j'ai pu avoir cette information sur l'électrocardiogramme? Qu'est-ce que j'ai mesuré? La durée du QRS. La durée du QRS. Le temps. Voilà, parfait, exactement. Alors, je peux vous dire aussi que l'activation auriculaire chez ce patient a duré 0,08 secondes. Je vais mesurer quoi? Le P. Quoi P? Mais quoi P? Son amplitude, sa morphologie, quoi? Le temps. La durée de l'onde P. Et je la mesure sur quoi? La durée de l'onde P sur l'axe horizontal. Donc, si je mesure cette distance, elle va être représentative de l'activation auriculaire. Si je mesure cette distance, du début jusqu'à la fin du QRS, je suis en train de mesurer l'activation, la durée de l'activation ventriculaire. Vous me suivez ou pas? Oui? Oui. Oui, docteur, oui. Parfait. Maintenant, moi, je remarque quelque chose de bizarre, n'est-ce pas? Enfin, pas si bizarre que ça. Je remarque que l'amplitude de l'onde de P est beaucoup plus petite que celle des QRS. Alors, à votre avis, pourquoi? Parce que la masse myocardique du ventricule est plus importante que celle de l'oreillette. Exactement, voilà, très bonne réponse. Et donc, si la masse des ventricules est plus importante, qu'est-ce qui se passe? Les ventricules en s'excitant vont produire plus d'électricité. Et l'onde qui représente l'activation ventriculaire va être plus ample sur quel axe? L'axe vertical, des millivolts. Vous suivez ou pas? Donc, c'est logique que le QRS soit plus ample que l'onde de P, puisque la quantité du myocarde qui s'excite est beaucoup plus importante, les ventricules étant plus grandes que les oreillettes. Mais je remarque une chose bizarre cette fois-ci. La durée de l'onde de P, n'est pas plus étroite que celle du QRS, ou très légèrement, alors que les ventricules sont 4 fois plus grands. À votre avis, pourquoi? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la durée de l'excitation auriculaire est pratiquement la même que la durée d'excitation ventriculaire, alors que les ventricules sont 4 fois plus grands que les oreillettes. C'est par rapport à la vitesse de conduction dans les ventricules. Exactement, voilà. Ça, c'est lié à quoi? Au fait qu'il y a un réseau de Purkinje au niveau des ventricules, mais il n'y a pas un réseau de Purkinje au niveau auriculaire. C'est-à-dire quoi? À partir du nœud sinusal, l'excitation au niveau de l'oreillette se transmet en proche. Donc relativement, lentement, 1 mètre par seconde. Alors qu'au niveau des ventricules, même s'ils sont 4 fois plus grands, eux, ils ont des autoroutes qui emmènent l'excitation, qui ont le faisceau de His, 3-5 mètres par seconde, les branches et le réseau Purkinje. Et le fait d'avoir ces voies de conduction extrêmement rapides va exciter le ventricule rapidement, si bien que la durée d'excitation ventriculaire n'est pas très longue. Elle est aussi courte que l'excitation auriculaire, même si les ventricules sont plus grands. Alors, ça ne veut pas dire que le ventricule indifférencié ne peut pas conduire l'excitation. Le ventricule peut conduire l'excitation, mais il la conduira plus lentement. Si l'excitation emprunte le Purkinje, le His, les branches et le Purkinje, celle-ci se déroulera plus rapidement et le QRS sera plus fin. Vous suivez ou pas? Oui? Alors, accusez-moi réception pour que je puisse savoir si tout va bien, si je peux continuer. Oui, docteur. Oui, docteur. Parfait. Oui, docteur. Et donc, parfait. Et donc, on comprend une chose. Toute onde qui un petit peu dure dans le temps, enfin toute activité électrique qui dure dans le temps, vous donnera une onde large.
toute excitation qui est brève dans le temps donnera quoi? Hein, donnera une onde étroite. Et comme le QRS, c'est l'excitation ventriculaire qui se fait rapidement par le Purkinje, ça donnera naturellement des QRS fins. Ben, ça veut dire quoi QRS fin? C'est-à-dire qu'il n'est pas plus large qu'une onde P. Très bien. On continue ou pas? Oui. Parfait. Oui. Et après le QRS, on va voir quoi sur le cycle cardiaque? Docteur, s'il vous plaît, une question. Vas-y. Docteur, par rapport à l'onde QIS, elles sont vers le bas. Est-ce que ça veut dire une chose? Est-ce qu'elles sont négatives ou quoi? Oui, ça veut dire qu'elles sont négatives. Mais pourquoi elles sont négatives, ça, on va l'expliquer ailleurs en détail, t'inquiète pas. D'accord, merci. Parfait. Bien. Après ça, je vais avoir quoi? Je vais avoir le segment. Segment ST. Le segment ST. Merci. Les questions les refroidis. Ouais, c'est vrai. Donc, je vais m'alimenter tout à l'heure. Hein. Je vais me chercher un autre café. Donc, le segment ST. Alors, segment ST, c'est quoi pour vous? C'est un segment isoélectrique, n'est-ce pas? Ou peut-être rien ne se passe. Ensuite, vous avez l'onde de T qui est quoi? La repolarisation ventriculaire. Bien. Expliquez-moi ce fameux segment ST. Pourquoi il y a un segment isoélectrique entre la dépolarisation et la repolarisation? C'est une période réfractaire peut-être? Non, pas tout à fait. En fait, pas du tout. Alors ça, c'est lié à quoi? À la forme du potentiel d'action des cellules myocardiques, qui est un petit peu particulier. Et là, je suis sûr que vous l'avez fait en deuxième année quand vous avez fait la physiologie. Alors, si je prends le potentiel d'action d'une fibre musculaire, vous allez avoir le potentiel d'action, la dépolarisation, n'est-ce pas? Juste après, vous avez la repolarisation, n'est-ce pas? Ça, c'est ce qu'on appelle l'électromyogramme. Voilà, c'est un petit peu le CG du muscle. Par contre, le potentiel d'action des cellules myocardiques a une phase spécifique à lui, qui est la phase de plateau. C'est-à-dire qu'il va partir par une dépolarisation initiale, repolarisation partielle, phase de plateau et repolarisation terminale. Alors, ce schéma vous dit quelque chose ou pas? Vaguement. Oui. Vaguement, très bien. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une phase de plateau spécifique aux cellules myocardiques. Une cellule musculaire se dépolarise, se polarise aussitôt. Il n'y a pas de phase de plateau. Une cellule myocardique se dépolarise, phase 0, repolarisation partielle, phase de plateau, le potentiel reste stable et sur repolarisation terminale. Bien, ça c'est le PA, potentiel d'action d'une cellule myocardique. Donc si je prends toutes les cellules myocardiques ventriculaires, toutes elles se dépolarisent pratiquement en même temps et toutes elles se repolarisent pratiquement en même temps. N'est-ce pas? Très bien. Bien. Je reviens à la définition. Vous voyez que la définition est importante. Hein? Donc, on ira de la habot et je vais finir par m'endormir. Bien. Alors, la repolarisation est importante. Enfin, la définition est importante. Qui peut me rappeler la définition de l'ECG? L'un de vous. Le tracé scalaire. Non, presque. C'est l'enregistrement de quoi? Un tracé scalaire qui enregistre quoi? Projection de l'activité. La variation de l'activité électrique du cœur. C'est-à-dire que l'électrocardiogramme n'enregistre pas un potentiel, mais la variation de potentiel. Vous me suivez ou pas? Et quand vous voyez ce potentiel d'action, il y a combien de variations? Il y a une variation qui est ici, qui est quoi? La dépolarisation. Et la sommation de tous les potentiels, toute cette variation, toute cette dépolarisation vous donne un QRS. Il y a une variation ici qui est la repolarisation qui va vous donner une onde T. Entre les deux, il y a quoi? Il y a une phase de plateau. Est-ce que pendant la phase de plateau, il y a une variation? Non, la différence est 0. Exactement. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Segment isoélectrique. Vous voyez? Femme-tonner. Oui, docteur. Exactement. Et donc, l'ECG, ce n'est pas l'enregistrement de l'activité électrique du cœur, sinon ça me dessinerait un potentiel d'action. Non, c'est l'enregistrement de la variation.
Et si je prends, j'efface, si je prends le potentiel d'action des cellules myocardiques, ventriculaires par exemple, ou même auriculaires, ben, qu'est-ce qui se passe? J'ai une première variation qui est la dépolarisation, même la repolarisation partielle, ça varie. Ensuite, ça donne la sommation de toutes ces potentiels me donne le QRS. Ensuite, il y a une phase de plateau, rien ne se passe, ça reste stable, et donc l'électrocardiogramme n'enregistre rien. Puisque lui, il enregistre une variation, et à ce niveau, il n'y a pas de variation. Et puis la repolarisation qui va donner une onde T. Vous me suivez ou pas? Voilà. Et donc, le segment ST n'est que le reflet de quoi? De la phase de plateau du potentiel d'action. C'est bon? Est-ce que c'est bon? Oui, docteur. Oui, docteur. Parfait. Mais après, le segment ST, il y a quoi? Il y a l'onde T. Et l'onde T, c'est quoi? Repolarisation des ventricules. Les ventricules, exactement. Alors, on remarque une chose, c'est que l'onde T est plus large que le QRS. Alors, pourquoi elle est plus large que le QRS, l'onde T? En fait, ça fait ça, hein, quand vous voyez un véritable électrocardiogramme, ça fait ça, un QRS, segment ST, puis l'onde T. Et l'onde T, elle est beaucoup plus large que le QRS. Alors, pourquoi? Parce que ça prend plus de temps pour se Ah, repolariser. ça prend plus de temps, oui. C'est-à-dire ça prend plus de temps. Alors, vous pouvez répéter. Répéter quoi? Qu'est-ce que tu veux que je répète, Mariam? S'il vous plaît, vous pouvez répéter le segment ST? Ah, le segment ST, en fait, oui, je peux répéter le segment ST. Le Segment segment ST, en fait, ST. d'accord, le segment ST, c'est quoi? C'est un petit peu le reflet de la phase du plateau du potentiel d'action. Voilà. Donc, potentiel d'action des cellules myocardiques passe par 4 phases. Phase 0, dépolarisation initiale. Phase 1, repolarisation partielle. Phase 2, phase de plateau, il n'y a plus de variation du potentiel. La cellule est dépolarisée, mais elle garde le même potentiel. Et phase 3, qui est la repolarisation terminale. Comme l'électrocardiogramme ne détecte pas les potentiels stables, il détecte les variations. Donc, si j'ai ce schéma, je remarque qu'il y a une variation là. Le potentiel varie, c'est ça la variation. Et ça, c'est stable. Une phase de plateau, il est stable. Une deuxième variation qui est là. Donc, il y a deux variations. La première va détecter sous forme de QRS. La deuxième va détecter, la troisième va détecter sous forme d'une onde T. Mais la phase de plateau où rien ne se passe, c'est vrai que la cellule est dépolarisée, hein, mais avec dépolarisation qui reste stable. Mais comme il n'y a pas de variation, l'électrocardiogramme n'enregistre rien et ça va donner le segment ST sur l'électrocardiogramme. Bien. Ensuite, il va y avoir l'onde de T, qui est la repolarisation ventriculaire. Et j'avais dit que l'onde T était plus large. Pourquoi elle est plus large? Pour une simple raison qui est la suivante. C'est quand je prends toutes les cellules myocardiques ventriculaires, toutes pratiquement se dépolarisent en même temps. Voilà. Pourquoi? Parce que l'excitation est amenée rapidement par le réseau de Purkinje. Vous voyez, toutes se dépolarisent pratiquement en même temps. Donc, si toutes se dépolarisent pratiquement en même temps, qu'est-ce qui se passe? Le QRS va être fin ou la large? Le QRS va être fin. Ensuite, toutes passent par une phase de plateau, segment ST. Mais ensuite, toutes elles ne se repolarisent pas en même temps. Pourquoi? Parce que la durée du potentiel d'action est variable selon les fibres. Il y a des fibres qui ont des potentiels d'action relativement longs. Il y a des fibres qui ont des potentiels d'action relativement courts. Et donc, si toutes les fibres se dépolarisent en même temps, je vais y arriver, ça donne un QRS fin. Mais comme toutes les fibres ne se repolarisent pas en même temps, bien, la repolarisation dure dans le temps et l'onde T sera plus large. Est-ce que vous avez compris? Docteur, pourquoi cette différence de repolarisation entre les fibres? Ça dépend des propriétés électrophysiologiques de chaque fibre. Il y a des fibres qui sont à période réfractaire courte, n'est-ce pas, qui se repolarisent en premier. Il y a des fibres qui sont à période réfractaire plus longue, qui se repolarisent en dernier. Voilà. Okay. Chacune a des propriétés un petit peu spécifiques à elle. D'accord? D'accord, merci. Voilà, parfait. C'est pour ça que l'onde T est plus étalée que... Voilà. Bien. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est compris? Oui. Très bien. Alors, c'est vrai qu'on va lentement, on prend un petit peu trop notre temps, mais ça, c'est vraiment important parce que c'est la base de tout le reste. Très bien.
Et donc, sur cet électrocardiogramme, je peux faire quoi? Oui, alors je voulais répéter pourquoi l'onde de T est un petit peu large. Ben, c'est très simple. En fait, l'électrocardiogramme, c'est l'activité électrique du cœur. Donc, l'électrocardiogramme, c'est un petit peu la captation de la sommation de l'ensemble de tous les potentiels d'action. Bien, au niveau des ventricules, puisqu'il y a un réseau de Purkinje qui emmène l'excitation rapidement à toutes les fibres ventriculaires, toutes les fibres vont pratiquement se dépolariser en même temps. Et donc, regardez, cette variation initiale de dépolarisation est relativement fine, puisque tout se passe en même temps. Voilà. Sauf que toutes les fibres n'ont pas la même phase de plateau. Toutes les fibres ne se repolarisent pas tout en même temps. Il y en a qui se repolarisent précocement, d'autres qui se repolarisent plus tardivement. Et donc, la deuxième variation qui va donner la repolarisation et l'onde de T va être plus large que la dépolarisation. Donc, celle-ci, c'est le QRS. Ça, c'est la phase de plateau, segment ST. Et ça, c'est l'onde de T qui va être plus large que le QRS. Voilà. Très bien. Bien. Alors, donc, sur l'électrocardiogramme, ben, écoutez, vous avez déjà une bonne base. Vous savez déjà tirer des informations. Vous pouvez déjà, même si vous n'êtes pas habitué à l'électrocardiogramme, mesurer l'activité électrique totale des oreillettes. Vous allez faire quoi? L'activité, enfin, la déplacement auriculaire, vous allez mesurer la durée de l'onde P. Vous pouvez mesurer un petit peu la durée de l'activation des ventricules, qui est le QRS. Bien. Alors, je vais vous poser une question pour m'assurer que vous avez bien compris. À votre avis, c'est quoi l'intervalle qui représente la durée du potentiel d'action des fibres ventriculaires? QR. Du début de l'onde Q à la fin de l'onde T. Exactement. Ce qu'on appelle l'intervalle QT. Exactement. Voilà. L'intervalle QT. Bien. Voilà, bravo. Vous avez compris. Alors, pourquoi l'onde de T est positive alors que le QRS est positif? Ça, on va l'expliquer plus tard. Hein. Voilà. C'est une question qui m'a été posée pour la discussion. Bien. Alors, quel est l'intervalle qui un petit peu reflète la phase de plateau? Le segment ST. Le segment ST, exactement. Voilà, bravo. Donc, vous avez un petit peu compris le principe. Bien. Alors, sauf que on remarque une chose, des fois, donc sur l'axe, encore une fois vertical, je mesure des amplitudes. Sur l'axe horizontal, je mesure des durées d'onde, hein, ou là, des durées d'intervalle. Et un intervalle, encore une fois, c'est la distance entre deux ondes. Donc, l'intervalle PR, c'est la distance entre l'onde P et le QRS. L'intervalle QT entre le QRS et l'onde T, etc. Bien. Remarquez une chose, des fois, je parle d'intervalle, comme l'intervalle QT, intervalle PR, mais des fois, je parle de segment ST. Je n'ai pas dit intervalle ST. Alors, expliquez-moi la différence entre intervalle et segment. Il y en a une. Segment, c'est entre deux ondes. C'est un intervalle. L'intervalle, il représente les oreilles, les En fait, quand je parle d'un segment, c'est pour le qualifier. Alors que quand je parle d'intervalle, c'est pour le mesurer. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quand je dis que l'intervalle PR normal se situe entre 0,0, enfin 0,12 et 0,20 secondes. Ça, c'est pour le qualifier. Non, non, le mesurer toujours. Mesurer. Voilà, c'est un intervalle. Sauf que le segment ST, malheureusement, n'est pas mesurable. Pourquoi il n'est pas mesurable? Parce que comme vous avez le QRS, et puis le segment ST, l'onde T commence très progressivement, comme ça. Vous voyez, si bien que je ne peux pas détecter son début. L'onde T, alors là, c'est mal, enfin, c'est un schéma artificiel. Hein. Et si vous voyez sur un véritable électrocardiogramme, vous allez voir que finalement, l'onde T commence très progressivement. Est-ce que le début est là, là, là? J'ai du mal à le voir, si bien que je ne peux pas mesurer cette durée. Je ne peux pas séparer le segment ST de l'onde T.
Donc, par exemple, je ne peux pas mesurer la durée de l'onde T, puisque je ne connais pas son début, n'est-ce pas? Et vous n'allez pas trouver de norme par rapport à la durée de l'onde T pour l'électrocardiogramme. Ce n'est pas un truc que je mesure. Donc, est-ce que je peux mesurer l'intervalle ST? Non. Non, parce que je ne connais pas sa fin. Vous voyez? Alors que l'onde de T, par la suite, même si elle commence très progressivement, elle finit brutalement. Et donc là, je peux voir la fin. Donc, je peux mesurer l'intervalle QT. Je peux même mesurer l'intervalle JT. Voilà, du point J. J, c'est quoi? C'est ce point. C'est jonction entre le segment ST et le QRS. Mais je ne peux pas mesurer l'intervalle ST. Ça n'existe pas. Vous n'allez jamais trouver de nom par rapport à l'intervalle ST. Alors, ça ne m'empêche pas de le qualifier. Ben, je peux dire que, par exemple, le ST est comment? Le ST, par exemple, est sous la ligne de base. Il est comment? Il est sous-décalé. Voilà. Ou là, le ST peut être sus-décalé. Le ST peut être sous forme de cupule. Voilà. Ça, c'est quoi? C'est un chiffre ou là, c'est une qualification? Qualification. Qualification, exactement. Donc, quand j'utilise une qualification, j'utilise le terme de segment. Quand je quantifie la durée d'un intervalle, eh ben, j'utilise le terme intervalle. Est-ce que vous avez compris cette nuance qui est importante? Oui. Bien, très bien. Parfait, c'est parfait. Je suis content. Bien. Par la suite, voilà, et ce cycle cardiaque va se répéter pour chaque mouvement, chaque battement cardiaque nouveau. Bien. Remarquez une chose, on a un petit peu classé les ondes dans l'ordre alphabétique, P, Q, R, S, T. Très bien. Pourquoi on a commencé par P et non pas par la lettre A, ce qui serait plus logique puisque c'est la première onde? Oui? Peut-être que les autres lettres sont déjà prises pour d'autres choses. Par quoi? C'est celui qui a inventé l'électrocardiogramme ne connaissait pas très bien l'alphabet. Non, non, c'est pas popularisation, pas du tout. En fait, quand on développé la technique de l'ECG, on commençait à découvrir les ondes, n'est-ce pas? On ne savait pas si l'amélioration de la technique allait découvrir d'autres ondes. Peut-être qu'actuellement, on ne peut pas avoir l'onde sinusale, mais si l'électrocardiogramme se développe dans le futur, on peut peut-être la détecter. Et donc, on a préféré commencer par la moitié de l'alphabet pour laisser un petit peu de la place si on découvre des ondes après. On a commencé par P, Q, R, S, T, etc. D'ailleurs, on a découvert bien après, pas initialement, bien après, une onde qui est inconstante, dont la signification n'est pas très précise, et qui peut survenir après l'onde T. Donc, comment on va l'appeler? U. U, exactement. Et pour le moment, on n'a pas pu découvrir encore d'onde qui précède l'onde P. Voilà. Ça, c'était juste pour la petite histoire, juste pour l'anecdote. Bien. Très, très bien. À quoi correspond l'onde U, docteur? Enfin, on ne sait pas. Il y a la signification est un petit peu controversée. Voilà. On sait que elle peut être pathologique, elle peut être physiologique. Quand elle est pathologique, c'est un signe d'hypocalémie. Et il y a des pistes comme ça, mais je ne vais pas vous le dire tout de suite. On le dira après, Inch'Allah. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous avez à suivre? Vous comprenez ce que je vous raconte ou pas? Oui, docteur. Est-ce que c'est simple? Est-ce que c'est clair? Et Oui. est-ce que c'est beaucoup d'informations en même temps? Ah ouais. Ça va, c'est gérable. Bien. Très bien. Et donc, analyser l'électrocardiogramme, c'est faire quoi? C'est d'abord décrire les ondes, n'est-ce pas? Et puis mesurer leur amplitude, leur durée et la durée des intervalles. Très bien. Et donc, je peux décrire les ondes et ça peut être facile pour une seule onde. Donc, si j'ai une onde de P, est-ce que je peux la décrire facilement? Oui, je peux dire que l'onde P est positive sur cette dérivation. Je peux dire que si elle vient comme ça, que l'onde de P est comment? Négatif. Négative. Je peux dire qu'elle est biphasique quand il y a une portion positive et une portion négative, n'est-ce pas? Je peux dire qu'elle est en double bosse. Hein? Je peux dire qu'elle est ample et pointue.
Donc, la description d'une seule onde est assez facile. Hein. Voilà. L'onde de départ, je peux dire qu'elle est asymétrique. Je peux dire qu'elle est négative, etc. Bien. Par contre, le complexe QRS, c'est une succession d'ondes. Mais comment décrire une succession d'ondes par des mots les plus faciles possibles? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire comment mettre une appellation sur quelque chose, par des lettres, sur quelque chose de graphique. Vous me suivez ou pas? Donc, je dis qu'il y a un complexe QRS. Tout ce que vous comprenez, c'est qu'il y a eu une succession de 3 ondes, n'est-ce pas? Mais comment vous dire si la première est positive, si c'est finalement la première est positive, la deuxième est négative, que la première est ample, la deuxième est moins ample? Vous suivez ou pas? Est-ce que c'est plus délicat? Fais-moi ma difficulté ou pas? Oui, oui. Oui, docteur, oui. Ouais, ma difficulté, c'est que j'ai envie de mettre des mots sur une description graphique, sur quelque chose de graphique. Si c'est une seule onde, je peux faire des mots facilement, mais si c'est une succession d'ondes, c'est plus difficile. C'est pour ça qu'on a un petit peu élaboré une nomenclature des QRS, une nomenclature qui est conventionnelle et qui permet dans un système de 3 lettres de décrire la morphologie du QRS. Vous me suivez ou pas? Oui. Oui. Bien, très bien. Alors, comment se fait cette nomenclature, hein? Et on va prendre des exemples par la suite. Bien. Ben, c'est très simple. Alors, Khalina aime le truc. Bien. C'est très simple. La première onde, enfin, toute onde positive d'un QRS est appelée onde R. Alors, quand je vous dis qu'il y a une onde R d'un QRS, c'est qu'elle est forcément positive. Exactement. Positive. Toute onde positive est appelée onde R et toute onde R est une onde positive. Par contre, les ondes négatives peuvent être soit des ondes de Q, soit des ondes S. Si l'onde négative est initiale, ou je mets initiale, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune onde positive qui la précède, et bien ça devient quoi? Une onde Q. Si maintenant j'ai une onde négative, mais précédée d'une onde positive, c'est-à-dire précédée d'une onde R, celle-ci devient une onde S. D'accord? Donc, une onde positive est toujours une onde R, mais une onde négative est soit une onde Q, soit une onde S. Si cette onde négative est précédée d'une onde R, c'est que c'est une onde S. Si elle est initialement négative, eh bien, c'est une onde Q. Vous me suivez ou pas? Oui. Très bien. Si maintenant j'ai une deuxième onde positive, je vais l'appeler comment? Donc celle-ci est comment? R. R. R, Hadia. S ou la Q? S. S. Pourquoi S? Parce qu'elle a été précédée d'une onde R. Oui. Ou Hadi, ça devient quoi? Onde R'. Donc la deuxième onde positive est une onde R'. Si j'ai un complexe comme ça avec 3 ondes positives, ce qui est rare mais possible, R', elle devient quoi? R2', etc. Docteur, c'est pathologique. C'est pathologique, mais ce n'est pas le but. Le but, c'est de savoir décrire ça. Le but, c'est que je dessine un truc comme ça et que je dis en 3 lettres, décrivez-moi cet aspect. Oui, oui, docteur, oui. Voilà. Et donc là, pour pouvoir décrire, tu vas nommer les ondes. Comment les nommer? Toutes les ondes positives sont des ondes R. Et là, tu as combien d'ondes positives? 3. Comment tu vas les nommer? La première, ça va être R. La deuxième, R'. La troisième, R2', etc. Tu me suis? Oui, docteur, oui. Très bien. Si maintenant tu as une... Enfin, je vais simplifier, allez. Si tu as 2 ondes négatives, donc là, c'est onde initiale positive. R. R. Hadi S ou la Q? S. S. Hadia. R prime. Hadia. S de prime. S prime. Ah, S prime, oui. Ouais, parce que tu as S, la prochaine S prime. Si tu as encore ça, Hadi, ça devient R de prime ou Hadia. S de prime. De prime.
Voilà. Donc, les prochaines ondes négatives, d'accord, qui viennent après des ondes de R, c'est S', S2', etc. Bien. Alors, dernier détail, si l'onde est un petit peu ample, c'est-à-dire qu'elle ne dépasse pas les 5 mm, j'utilise la lettre minuscule, donc elle dit c'est petit r. Si maintenant l'onde est ample, dépassant les 5 mm, ben, celle-ci est symbolisée par une lettre majuscule grand R, y compris pour la lettre Q ou la lettre S. Une onde petit q, si elle ne dépasse pas les 5 mm, grand Q, si elle dépasse les 5 mm. Est-ce que c'est bon? Oui. Très bien. Si c'est bon, on va faire une application. Bien. Le premier ADA, comment vous allez décrire? Q. Ah non, mais précisez-moi, est-ce que petit, grand Petit Q, grand R et petit S. Exactement. Bravo. Voilà. Même Lina nous a donné la bonne réponse à la discussion. Donc, petit Q, puisque c'est une première onde qui est négative, la première. Donc, elle n'est pas précédée d'une onde positive, donc c'est une onde Q. Comme elle est petite, elle ne dépasse pas les 5 mm, je vais utiliser la lettre minuscule. Donc, petit q. C'est une onde positive. Donc, c'est une onde comment? R, puisqu'elle dépasse les 5 mm, donc c'est une onde grand R. La deuxième onde négative est précédée d'une onde R, donc c'est une onde S. Comme elle est petite, c'est petit s. Donc, c'est petit q, grand R, petit s. Ça, bravo. Prochain, celui-là. Petit R, grand S. Petit R, grand S, bravo, exactement. Bonne réponse. Petit R, onde positive initiale, donc R. Puisqu'elle ne dépasse pas les 5 mm, lettre minuscule. Ben, l'onde négative qui vient après l'onde de R, c'est forcément une onde de S. Comme elle dépasse les 5 mm, c'est grand S. Bravo. Prochain. Petit R, grand S, grand R prime. Vesma, tu as oublié le R prime. Tu tapes R prime sur ton clavier. Bien, petit R, grand S, et la deuxième onde positive, il y a une R, celle-ci va devenir R prime. Et en majuscule, puisqu'elle dépasse les 5 mm. Et donc, la réponse est petit R, grand S, grand R prime. Prochain, attention, il y a un piège. Grand Q. Grand quoi? Petit Q, grand S. Q. Petit Q, grand S. Très bien. Donc là j'ai de tout. J'ai grand Q, petit Q, grand Q et prime. Voilà. En fait, non, il ne peut pas y avoir d'onde de Q prime. Ça ne peut pas exister. Je vais vous dire pourquoi. Pour dire qu'il y a qu'une onde est positive, il faut qu'elle dépasse la ligne de base. Donc, tout ce qui est au-dessous est négatif. Tout ce qui est au-dessus est positif. N'est-ce pas? Donc, cette onde, est-ce qu'elle est positive? Non. Non. Voilà, exactement. Et donc, si je n'ai pas de variation de polarité, c'est que tout ça est une seule onde. D'accord? Qu'est-ce qui modifie l'onde? Pourquoi cette onde est différente de celle-ci? Parce que celle-ci est positive et celle-ci est négative. Ils ont changé de polarité. Elle a encore changé de polarité en redevenant positif. Alors que là, c'est la même polarité. Donc, j'ai une seule onde négative. Très bien. Est-ce que je vais l'appeler Q ou la S? Q. Ben, est-ce qu'elle vient après ou avant une onde R? Ben, je n'ai pas d'onde R. Si je n'ai pas d'onde R, je ne peux pas savoir si elle est initiale ou terminale. Dans ce cas particulier, c'est un cas particulier que je vais appeler comment? QS. Ah, c'est pas QS, hein? Enfin, c'est pas deux ondes. C'est une onde QS. Voilà. Où je mets la QS, c'est-à-dire c'est une seule onde négative. Et comme je ne sais pas si elle est initiale ou terminale, puisque je n'ai pas d'élément de comparaison, je n'ai pas d'onde R, je l'appelle QS. Vous me suivez?
J'ai pas compris, monsieur. Hein? Pourquoi S? Pourquoi S? Parce que, Non, non, c'est uniquement Q. très bien. Parce que pour dire que quelque chose, qu'une onde est une onde Q ou là une onde S, il faut avoir une positivité. D'accord. Une onde R qui détermine une onde Q, une onde S. Mais si tu n'as pas d'onde R, tu ne peux pas déterminer. Oui, Voilà. Donc, c'est R qui sert de repère. d'accord. Voilà. Donc, si tu ne peux pas déterminer, tu ne pourras pas savoir si elle est initiale ou terminale. Donc, toi, tu me dis onde Q. Moi, je te dis que ça peut être une onde S puisque c'est une négativité terminale. Donc, en fait, c'est les deux en même temps. Et je vais l'appeler comment? QS. Ça plaît. Donc, ce n'est pas deux ondes. Là. Ce n'est pas j'ai une onde Q, une onde S. Non, j'ai une seule onde que je vais appeler QS. Docteur, C'est-à-dire que c'est une onde... D'accord. Donc, si R est absent, on l'appelle QS. Exactement, tout simplement. C'est-à-dire que j'ai une onde négative sans que je puisse savoir si elle est initiale ou terminale, parce que je n'ai pas d'onde R. Donc, je vais les appeler les deux à la fois. D'accord? Voilà. QS, c'est bien. Bonne réponse, Hossein. Ça, sauf que, Hossein, il fallait mettre QS en majuscule. Pourquoi? Parce qu'elle dépasse les 5 mm. Voilà. Donc, ça, c'est une onde grand QS, grand S. Mais c'est une seule onde, ce n'est pas deux ondes, hein, jeune femme. Bien. Est-ce que c'est compris? Oui. Très bien. Alors, je peux rajouter la description. Je peux dire qu'il y a une onde. Alors, si je vais être précis, j'ai envie d'être précis, je vais dire qu'il y a une onde QS avec un crochetage de sa branche descendante. Si ça donnait cet aspect, je peux dire qu'il y a une onde QS avec crochetage de sa branche ascendante, etc. Donc, je peux être un petit peu plus précis. Bien. Next one. RS majuscule. RS majuscule, exactement. RS, grand R, grand S. Et si les deux ondes étaient séparées par un tracé plat, on appellerait... il ne peut pas y avoir de tracé plat, hein, tu ne peux pas avoir ça. Ouais, tu ne peux pas avoir ça. Hein, ça c'est-à-dire que c'est pas ça ne devient plus un complexe QRS. Un complexe QRS, c'est une succession d'ondes sans qu'il y ait d'espace entre les ondes. Hein. Bien. Donc ça, c'est, je reviens à vous, ça c'est effectivement grand R, grand S. Ça, c'est quoi? Ah, là, c'est quoi? Petit Q, petit R. Bravo, exactement. Vous commencez à comprendre le principe. La prochaine. Petit R. Non, 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 non. Non. Alors, Sofiane, c'est très rare. Arrêtez de parler. Sofiane dit petit R, petit Q, grand R prime, grand S prime. Alors ça, c'est la réponse à Sofiane. Hein. Sofiane dit petit R, petit Q, grand R prime et petit S prime. Est-ce que la réponse de Sofiane est juste? Quel est le défaut? Non, Q. prime. Je ne peux pas avoir une onde de Q qui est précédée d'une onde R. Donc celle-ci devient comment? S automatiquement. Donc, la réponse est, je ne peux pas avoir d'onde de Q. Ici, elle devient une onde S. Vous me suivez ou pas? Pourquoi? Parce qu'il y a une onde positive qui la précède. Et donc, c'est quoi le schéma exact? Ben, Amine a la bonne réponse. C'est petit r, elle est petite, positive. Elle devient automatiquement une onde S, petit s, petit r, petit s. Grand R prime. Et ça devient quoi? S prime. Puisque c'est la deuxième onde positive précédée d'une onde deuxième onde négative précédée d'une onde positive. Bien, alors on va voir la réponse. Et la réponse c'est petit r. Bien. Petit s, c'est celle-ci. R prime, deuxième onde positive, majuscule puisqu'elle est ample. Deuxième
onde négative après une onde positive, c'est S'. C'est bon? Est-ce que vous avez compris le principe? Oui. Parfait. Oui, docteur. La dernière, ça va être quoi? R'. Oh. R, grand R, bravo, crocheté. Exactement. Grand R crocheté. Bravo. Bravo, c'est 11. Alors pourquoi? Parce que celle-ci n'est pas négative. Et donc si ce n'est pas négatif, ça va être considéré comme la seule onde. Ce qui sépare les ondes, c'est la modification de la polarisation. Vous avez ça, c'est que ce n'est pas les mêmes ondes. Et c'est petit r, petit s, grand R'. Par contre, si vous avez ça, c'est une seule onde. Comme c'est une seule onde positive qui dépasse les 5 mm, c'est grand R. Je peux rajouter qu'il y a un crochetage de la branche ascendante de l'onde de grand R. Et ça reste une onde grand R. Alors la mesure, là où elle est la plus ample, hein, et donc voilà, si tout ça est une onde, la mesurer, c'est la mesurer ça. Comme elle dépasse les 5 mm, eh bien c'est une onde grand R. C'est bon? Est-ce que c'est bon? Oui. Okay, très bien. Donc ça, c'est une nomenclature qu'il va falloir un petit peu maîtriser. C'est quoi son but en fait? Le but de cette nomenclature, c'est de pouvoir décrire en quelques lettres un aspect graphique. Alors, Mathieu, bouge l'écran. Imaginez que je vous dis petit Q, grand R. Déjà, vous avez imaginé dans votre esprit l'aspect des QRS. Est-ce que vous avez, quand je vous entends des petits Q, grand R, est-ce que vous avez imaginé quelque chose qui ressemble à ça? Oui, voilà, vous voyez. Très bien. Et donc, le but, c'est de décrire par des lettres un aspect graphique. Là, on peut écrire l'électrocardiogramme. Vous pouvez lire dans des livres, par exemple, le CG, dire que la morphologie des QRS en cas de bloc de branche droit en V1, ça va être petit r, petit s, grand R'. Voilà. Ils ne sont pas obligés de le dessiner. Juste en vous disant petit r, petit s, grand R', vous avez compris que l'aspect va être celui-là. Vous voyez? Voilà. Donc, le but de cette nomenclature, encore une fois, c'est de mettre un code simple de quelques lettres sur un aspect graphique pour un petit peu transmettre un visuel, traduire un visuel en quelques lettres. Bien, c'est bon? Plus de café, misère. Quand il n'y a plus de café, ça veut dire que la pause se rapproche. Est-ce que c'est bon? Est-ce que je continue? Très bien. Bien. Alors là, on a fini un petit peu la première partie, qui est un petit peu le rappel physiologique, la séquence d'activation du cœur et sa traduction électrique sur l'électrocardiogramme. Et là, on va entamer la deuxième partie. Et la deuxième partie va être consacrée essentiellement à la technique. C'est une partie importante parce que vous devez absolument maîtriser la technique d'enregistrement. Donc, non seulement votre ECG enregistré doit être de bonne qualité, mais vous devez savoir juger de cette qualité. Et si la qualité est mauvaise, c'est la première source d'erreur dans votre interprétation. Alors, comment avoir un ECG, comment enregistrer un ECG de bonne qualité? La première, c'est de respecter certaines conditions d'enregistrement. Donc, la première, c'est que le patient ou la patiente doit être complètement torse nu, n'est-ce pas? Bien. Avec rasage éventuel préalable de la poitrine. Pourquoi? Parce que si vous avez des poils au niveau de la poitrine, les électrodes vont moins bien tenir. Et les poils, c'est un petit peu des isolants électriques. Et donc, l'électrode captera moins bien, il va y avoir des parasites. Et donc, on demande aux hommes poilus qui ont un petit peu trop de poils sur le thorax de se raser, ne serait-ce que les zones où on va mettre les électrodes, hein, chez les hommes poilus et chez certaines femmes. Âgées, hein, très âgées les femmes. Très bien. Qu'est-ce qu'on suit une blague? Bien. Deuxième condition, il faut que le patient soit bien allongé, confortablement installé en décubitus dorsal, position confortable, en résolution musculaire complète, dans une pièce calme et réchauffée, après avoir expliqué au patient l'examen. Pourquoi c'est important tout ça? Pourquoi on insiste là-dessus? Que ce soit une position confortable. Pour détendre le prostate.
qu'il soit bien détendu. Il faut qu'il soit zen et détendu. Pourquoi il faut qu'il soit zen et détendu? Le Pour que son patient. cœur ait une activité au repos. Alors, parce que s'il n'est pas zen, s'il est un petit peu anxieux, il va être crispé. Hein? Et crispé, c'est quoi? Il va contracter ses muscles. Hein? Voilà, nerveusement, on va dire. Et donc, s'il contracte ses muscles, parce qu'il n'est pas assez détendu, qu'est-ce qui se passe? Vous n'allez pas enregistrer l'électrocardiogramme, vous allez enregistrer l'électromyogramme avec. C'est-à-dire que toute contraction musculaire vous crée un potentiel musculaire qui va être capté par l'appareil sous forme de quoi? De parasites. Vous suivez ou pas? Et donc, pour minimiser les parasites, surtout les parasites d'origine musculaire, il faut qu'on ait une détente, une résolution musculaire complète. Et pour cela, il faut que le patient déjà soit allongé confortablement pour qu'il puisse se relâcher. On lui demande aussi de se relâcher, hein, au maximum. La pièce doit être chauffée. Donc, si la pièce n'est pas chauffée, qu'est-ce qu'il va faire? Il va grelotter, n'est-ce pas? Et s'il va grelotter, vous allez avoir des parasites. Vous allez un petit peu enregistrer l'activité électrique musculaire. Il faut que le patient soit rassuré. S'il a peur, il va aussi un petit peu être crispé. Bien. Et donc, on va expliquer un petit peu. Vous ne m'entendez pas? Est-ce que vous m'entendez comme ça? Oui, c'est mieux. C'est mieux? Pendant 10 secondes, vous avez touché votre micro, je crois. D'accord. Bien. Donc, je disais qu'il faut que la position soit confortable, que la pièce soit calme et réchauffée pour que le patient puisse se détendre et qu'il n'y ait pas de contraction musculaire. Il faut expliquer également au patient, même parce que s'il a peur de l'examen, il va aussi être crispé avec contraction musculaire. Donc, on va lui expliquer l'innocuité totale de l'examen. Alors, pourquoi? Parce que le patient va vous voir venir avec une sorte d'appareil qui a plein de fils électriques et que vous allez mettre sur le corps. Il va croire quoi, le patient? Si vous On lui va expliquez pas. l'électrocuter. Exactement, voilà. Alors que vous allez le torturer avec l'électricité, n'est-ce pas? Donc, il va commencer un petit peu à avouer ce qu'il a fait. Hein, voilà. Donc, le but, c'est pas de le torturer. Le but, ce qu'on va lui dire, le but, c'est de récupérer l'électricité de son corps et non pas l'électrocuter, non pas lui donner de l'électricité. Donc, ça, c'est très important. Ça paraît comme ça. Rien, mais c'est très important d'avoir cette résolution musculaire. Bien. Quoi d'autre? Quelles sont les autres conditions par la suite? Éviter de tracé de mauvaise qualité. Donc, il faut ne pas hésiter à refaire l'enregistrement si le tracé n'est pas de bonne qualité. Et les tracés de bonne qualité, de mauvaise qualité, les parasites peuvent être de deux types. Soit une trémulation de la ligne de base, comme ça. Voilà, vous voyez là, est-ce que c'est un ECG de bonne qualité? Non. Non. Pourquoi? Parce que regardez par exemple ici, on n'est pas censé avoir entre les cycles cardiaques d'activité électrique. Voilà. C'est des segments plats. Mais on remarque que il y a des parasites tout le temps. Voilà. Donc là, cette trémulation, ce qu'on appelle la trémulation de ligne de base, ces parasites sont liés à quoi? En fait, à une contraction musculaire. Donc là, vous avez un patient qui n'est pas assez bien détendu, ou bien le contact de l'électrode n'est pas bien collé à la peau. Donc là, comment on peut y remédier à ça? Donc déjà, il ne faut pas qu'on accepte ça, il faut refaire le tracé. On va demander au patient de se détendre et lui fournir les conditions d'une bonne détente. Et puis, on peut mettre un gel sur la peau pour diminuer le contact cutané, la résistance cutanée et améliorer le tracé. Ou là, vous pouvez avoir des parasites, ça c'est des tremblements musculaires, ou des parasites liés à ça. Alors ça, c'est quoi, à votre avis, ces parasites? Alors, la trémulation peut se voir lors d'une ACFA, effectivement, oui, mais la trémulation peut se voir également en cas de parasite musculaire. Donc, il est très important de supprimer celle qui est liée au parasite musculaire pour justement ne pas la confondre avec une AFA. Ça, c'était la réponse à Manel. Alors, est-ce que cet ECG est parasité? Est-ce qu'il est de bonne qualité? Non. Non. Pourquoi? Parce qu'il y a une trémulation extrêmement rapide au début du tracé. Bien.
Alors, ça, c'est une trémulation très rapide, hein. Et si on s'amuse à calculer la fréquence, on trouve qu'elle est aux alentours de 50 Hz. 50 Hz, ça correspond à quelle fréquence? Une radio, bien sûr. Pardon? Un téléphone. Ou bien, je sais pas. Téléphone, c'est presque ça, mais 50 Hz, c'est un petit peu la fréquence du courant alternative. Pacemaker. Donc, ah ben, écoutez, l'appareil de CG là, hein, comme le câble, tu as les électrodes que vous mettez sur le patient. Ça, c'est l'appareil avec un écran, une imprimante. Bien. Et là, l'appareil est alimenté par, par un secteur, par une prise. Yak. Il est alimenté par quoi? Par du 220 volts, courant alternatif à 50 Hz. Et c'est quoi un courant alternatif? C'est un courant qui alterne. Est-ce qu'il y a une variation dans le courant alternatif? Oui, il y a une variation à une fréquence de 50 Hz. Ben, l'électrocardiogramme amplifie tellement le signal d'origine cardiaque qu'il peut capter la variation liée au secteur. Vous suivez ou pas? Et ça vous crée quoi? Ça crée ce genre de parasite à 50 Hz. Donc ça, c'est clair que ce n'est pas humain, hein. Ça, c'est un signal artificiel. C'est en fait le signal électrique de l'alimentation qui est capté par l'électrocardiogramme. Comment il remédie à ça? Diminuer l'amplification. Non, 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 non. On peut débrancher l'appareil et le faire l'électro sur batterie, ne serait-ce que juste pendant l'enregistrement. Ou bien on peut actionner un bouton qui est le filtre de 50 Hz. Et quand on actionne le bouton, il a été actionné ici. Qu'est-ce qui se passe? Disparition des parasites après activation du filtre. D'accord? Donc les appareils de CG ont un filtre parasite. Il suffit de l'actionner et vous remarquez qu'il a supprimé le 50 Hz. Sinon, vous le débranchez complètement. Voilà. Très bien. Donc ça, c'est des exemples un petit peu de CG de mauvaise qualité, de CG parasités, soit artificiellement par du courant alternatif, soit par les mouvements musculaires du patient. Et vous savez maintenant comment supprimer l'un et l'autre. Bien. Après, qu'est-ce qu'il faut avoir comme matériel? Un appareil de CG muni au minimum de 10 électrodes, prêt à être employé. Bien, on verra ce que c'est que ces des électrodes. Application préalable d'un gel conducteur entre la peau et l'électrode. Bien. Utilisation des pinces. Voilà. Très bien. Donc l'appareil de CG se présente comme une petite console comme ça, généralement petite. Il fait 7 dimensions à peu près. Bien. Il est relié à un câble des électrodes. Vous avez un petit écran sur lequel vous avez le tracé. Vous pouvez vérifier la qualité du tracé sur l'écran avant de l'imprimer, hein. Vous avez ici une imprimante qui vous imprime un petit peu le tracé. Voilà, et l'appareil est alimenté. Bien. Donc, que fait l'appareil finalement? Il récupère le signal cardiaque. Il va faire quoi? Deux choses. L'amplifier, n'est-ce pas? Le filtrer et vous l'imprimer par la suite. Très bien. Mais pour réussir un ECG, l'une des conditions essentielles, c'est de placer correctement les électrodes. Les électrodes, il faut les placer dans des endroits bien conventionnels. On ne les place pas n'importe où. Bien. Alors, on commence généralement par les électrodes périphériques qui sont les plus simples. Les électrodes périphériques qui sont en nombre de quoi? 4. De 4, exactement, qu'on met sur les membres, jambes et bras. Donc, soit on les met au niveau de l'épaule, soit on les met au niveau de quoi? Les extrémités. Les extrémités des bras, voilà, et des jambes. Bien, bien. Alors, l'une des erreurs potentielles, c'est de ne pas mettre la bonne électrode ou d'inverser les électrodes. Voilà. Donc, il faut mettre chaque électrode dans le bon membre. Et là, vous avez une sorte d'un code couleur, hein, où vous avez l'électrode jaune périphérique et celle du bras gauche, verte, jambe gauche, rouge, c'est à droite, c'est le membre supérieur droit, et la jambe droite, c'est la couleur noire. Voilà. Maintenant, vous pouvez avoir plusieurs techniques, un petit peu, plusieurs trucs mnémotechniques pour vous rappeler. Alors, vous pouvez dire, par exemple, à gauche, JSK, et à droite, c'est USMA. USMA, voilà, exactement.
Donc JSK, c'est notre préféré, n'est-ce pas? Puisqu'elle est du côté du cœur à gauche. Donc JSK, USMA. Voilà, ça c'est juste pour vous rappeler un petit peu l'électrode. Alors, si vous ne vous rappelez plus ce code couleur, c'est très simple. C'est écrit sur l'électrode. Bien. Et donc, vous prenez le fil, l'électrode. Voilà, vous avez la couleur jaune, reliée à une pince jaune. Et sur le fil, il y a écrit quoi? LA. Alors, LA, c'est en anglais, n'est-ce pas? Puisque c'est conventionnel, c'est international. Et LA, c'est l'initiale de quoi? Left arm. C'est quoi arm en anglais? Le bras. Bras, voilà. Donc, left arm, bras gauche. Sur l'électrode rouge, c'est écrit RA, right arm, left leg et right leg. Donc, même si vous oubliez le code couleur, c'est écrit de toute manière sous forme d'initiale sur les électrodes. Bien. Route nationale vers Gigel. Voilà. RNVJ. Ouais, c'est bien. C'est un bon truc. Sauf que c'est frustrant. Hein. Il n'y a pas de plage cette année. Rien ne va jamais. C'est un petit peu moins optimiste. Rien ne va jamais, c'est-à-dire RNVAVJ. Ça, c'est les trucs mnémotechniques pour se rappeler les positions des électrodes. Bon, ensuite, on va placer quoi? On va placer les précordiales, n'est-ce pas? Donc, 4 électrodes périphériques et 4 électrodes précordiales. Alors, les précordiales, là aussi, il faut les placer très précisément sur des endroits bien définis, des endroits conventionnels. Alors, on commence par quoi? On commence par repérer les espaces intercostaux, n'est-ce pas? Bien. Et on va essayer de palper l'angle de Lewis. Alors, c'est quoi l'angle de Lewis? C'est une petite enflure au niveau du sternum. En fait, c'est une articulation entre le manubrium sternal et le corps sternal. Donc, un petit épaississement au niveau du sternum. Et l'angle de Lewis correspond au deuxième espace intercostal. Donc, vous palpez, vous descendez de 3, un espace, troisième, quatrième. Au niveau du quatrième espace intercostal, vous mettez quoi? Les électrodes V1 et V2. Vous me suivez? Sauf que l'espace intercostal est un petit peu long, hein, il fait toute sa longueur. Vous allez les mettre à quel niveau? Voilà. Donc, l'angle de Lewis est un petit peu ici. Interne, oui, en parasternal en fait. Donc, Lewis est là, vous le palpez. Donc, ça, c'est le deuxième. Donc, vous descendez troisième et le quatrième espace intercostal. Vous mettez V1 et V2 de part et d'autre du sternum. C'est dans l'espace proche du sternum. V1 à droite, V2 à gauche. Très bien. Alors, quelle est la prochaine électrode à mettre? Oui? V4. Ah là, c'est pas V3, mais c'est V4. Alors, V4, vous allez la mettre où? Vous allez la mettre au cinquième espace intercostal. Donc, vous descendez encore d'un espace sur la ligne médioclaviculaire. Voilà, prenez la clavicule, vous la partagez en deux. Et sur cette ligne qui passe par la moitié de la clavicule, la ligne médioclaviculaire, vous mettez V4. Pourquoi V4 en premier? Parce que c'est elle qui va servir de repère à V3. V3 est mise à mi-distance entre V2 et V4. Donc, on met V1, V2, de quatrième espace intercostal de part et d'autre du sternum. V4 d'abord, cinquième espace intercostal sur la ligne médioclaviculaire. Et la mi-distance entre V2 et V4, ça va être la position de V3. Donc, V3 n'a pas de repère propre à elle. Hein. En fait, c'est la mi-distance entre V2 et V4. Je continue. Il me reste quoi? V5, V6. Et je les mets où, à votre avis? Hein? Quel espace? Ligne axillaire. Cinquième espace intercostal. Non, c'est plus cinquième espace intercostal. Je vais prendre l'horizontale du V4. Pourquoi? Parce que le cinquième espace intercostal continue à descendre. Il est oblique. Donc ça, c'est la ligne médioclaviculaire. Si je continue, il descend encore plus bas. Moi, je ne vais pas descendre, sinon je vais m'éloigner trop du cœur. Je ne vais pas le capter. Je vais prendre l'horizontale.
du V4. Et j'ai passé le V5 et le V6 sur respectivement la ligne axillaire antérieure et la ligne axillaire moyenne. Vous suivez? Voilà. Donc, je refais. V1, V2, quatrième espace intercostal de part et d'autre du sternum. V4 par la suite, cinquième espace intercostal sur la ligne médioclaviculaire. V3 entre les deux. Ensuite, je garde la même horizontale de V5. Je ne suis plus l'espace. Et je vais mettre V5, V6, V5, V6 sur la ligne axillaire antérieure et la ligne axillaire moyenne. Voilà. Très bien. Donc là aussi, il ne va pas falloir se tromper dans les électrodes. Il ne faut pas que je mette V1 à la place de V2. Et là aussi, vous avez un code couleur qui vous sert également, qui est international, qui vous sert également à détecter rapidement les électrodes ou V1. Alors, c'est écrit soit V1, soit C1. Hein. Voilà, C1, c'est en anglais. Hein. Voilà. Électrode rouge, jaune, V3, c'est vert, V4, marron, noir, violette, etc. Donc, les couleurs sont là juste pour que vous les repériez rapidement. Hein. Mais si vous avez oublié le code couleur, là aussi, c'est écrit soit V1, soit V2 sur le fil de l'électrode. Donc, on pourra toujours s'en sortir en lisant ce qui est écrit sur l'électrode. Est-ce que c'est bon? Oui. Vous saurez placer précisément ces électrodes? Oui. Très bien. Et donc, si je mets les 10 électrodes, je pourrais un peu faire quoi? Faire mon 12 dérivations standard. 12 dérivations standard. Bien. Sauf que 12 dérivations standard, c'est un standard, mais je peux avoir besoin de plus d'électrodes. Alors, surtout dans l'ECG des douleurs thoraciques ou là, dans les cardiopathies ischémiques. Donc, ce 12 dérivations standard peut être au besoin, augmenté à quoi? À 17 dérivations. Donc, je peux rajouter combien? 5 dérivations. Alors, lesquelles? Je peux rajouter des dérivations dites postérieures qui sont placées carrément dans le dos. Voilà. Et que je vais appeler V7, V8, V9. Bien. Où les placer visuellement, enfin précisément ces électrodes? Je continue toujours la même ligne, tel V4, je ne descends plus, et je vais mettre V7 sur la ligne axillaire postérieure, V8 sur la pointe de l'omoplate et V9 en paravertébral. Alors, celle-ci sert à quoi? À voir V7, V8, V9, à voir un petit peu la partie postérieure du ventricule gauche, ce qui peut être utile en cas de cardiopathie ischémique. Bien. Je peux aussi rajouter d'autres électrodes qui sont les V3R, V4R, R comme right, à droite. En fait, ce qu'on appelle les électrodes droites. C'est quoi V3R, V4R? Ils sont placés symétriquement par rapport à V3 et V4. Voilà, mais dans le côté droit du thorax. C'est-à-dire quoi? Ça, c'est V1. Je vais faire quoi? Je vais placer V4 d'abord sur le cinquième espace intercostal droit, sur la ligne médioclaviculaire, et je vais placer V3R entre V1 et V4R. Et ces dérivations servent à quoi finalement? À être en regard de quoi? Du ventricule droit, ce qui peut détecter par exemple un infarctus du VD. Très bien. Donc si on veut exploiter, voir la totalité du cœur, notamment pour les cardiopathies ischémiques, on peut faire allonger notre électrocardiogramme, 12 dérivations, l'étendre à 17 dérivations, en rajoutant 3 dérivations dites postérieures, V7, V8, V9, et 2 dérivations dites droites, V3R, V4R, dans les emplacements que j'ai cités. Docteur, oui? Quand est-ce qu'on met le V4R et le V3R? Dans quel cas? Quel cas quand vous faites un ECG pour une douleur thoracique? D'accord, merci. Les cas de suspicion d'une cardiopathie ischémique. C'est bon? Donc, c'est la même chose que pour les ventouses postérieures. C'est la même chose, exactement. Donc, soit vous faites un 12, soit un 17. Donc, si le motif est autre qu'une douleur thoracique, vous faites juste un 12, ça suffit. Si le motif de l'ECG est une douleur thoracique,
un 12 ne suffit pas, il faut augmenter à 17 dérivations. D'accord. Très bien. Après cela, vous faites quoi? Après avoir posé les électrodes, vous appuyez sur un bouton et vous avez, l'appareil va vous pondre quelque chose qui ressemble à ça. Et c'est quoi ça? C'est un ECG standard, 12 dérivations. Voilà. Après l'avoir produit, après l'avoir réalisé, après l'avoir enregistré, vous passez à quelle étape? L'interprétation. L'interprétation, exactement. Qui est la troisième partie du TD, l'analyse, l'interprétation, qui est la plus dure, hein, la plus difficile, mais aussi la plus intéressante. Bien. Alors, vous savez quel est le problème d'interprétation à l'ECG? Ça va être quoi pour vous le véritable problème? Le point de vue. Par quoi allez-vous commencer votre interprétation? Bien. Alors, elle interprète ou pas, cet électro? Oui. On va l'interpréter, mais pas tout de suite. À mon avis, il serait plus judicieux de prendre une pause et on revient juste après. On prend une pause ou pas? Oui. Oui. Oui, très bien. Oui, bien. Allez, très bien. Une pause de combien de temps? On reprend à 12h15 à peu près. D'accord. Une demi-heure. 12h20, on va dire, parce qu'il est pratiquement moins 10. On reprend à 12h20 pour faire un petit peu, on commence à faire l'interprétation. Allez, à tout à l'heure alors. D'accord.